Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette édition. Le président chinois Xi Jinping a profité du discours d'ouverture de la conférence mondiale de l'Internet 2015 à Wuzhen pour rappeler la volonté du gouvernement chinois d'accélérer le développement d'Internet en Chine. Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré mardi à Moscou son homologue russe Sergei Lavrov pour discuter des moyens de mettre fin au conflit en Syrie et en Ukraine. La proposition de la Commission européenne de mettre en place une agence de contrôle des frontières de l'Union européenne suscite la polémique. La réserve fédérale américaine devrait augmenter mercredi ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 9 ans, une hausse qui concentre l'attention internationale. Et enfin, le comité organisateur des Jeux Olympiques d'hiver 2022 a officiellement été mis en place à Beijing. À la une de cette édition, la conférence mondiale sur l'Internet 2015 commence aujourd'hui dans la pittoresque ville d'eau de Wuzhen, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours clé lors de la cérémonie d'ouverture. Il a donné plus de détails sur la politique chinoise de l'Internet, alors que le pays explore des voies pour mettre à jour sa gouvernance en ligne. Parler des technologies modernes dans l'une des villes les plus anciennes et les plus célèbres de Chine. Le président chinois Xi Jinping a discuté de la politique de l'Internet chinois devant plus de 2000 auditeurs. Notre but est de faire en sorte que le développement de l'Internet bénéficie à 1,3 milliard de Chinois et qu'il profite davantage aux gens partout dans le monde. Il a aussi appelé à accélérer la construction des infrastructures de l'information et à encourager l'interconnectivité. D'ici à 2020, le réseau à haut débit couvrira les villages ruraux chinois à travers l'infrastructure de réseau du dernier kilomètre qui rendra l'Internet accessible à davantage de gens. La Chine est d'ores et déjà prête à travailler de concert avec toutes les parties pour accroître les investissements en capital, en renforçant le support technique et en promouvant la construction d'une infrastructure de réseau planétaire. Abordant le domaine de la cybersécurité, M. Xi a dit que tous les pays devraient respecter les modèles de gouvernance de l'Internet des autres, ajoutant qu'il ne devrait pas y avoir de double standard dans le maintien de la sécurité en ligne. Tous les pays devraient travailler ensemble à lutter contre les abus des technologies de l'information, contre la surveillance de l'Internet et les cyberattaques, contre une course à l'armement dans le cyberespace. Et s'adressant à la fois aux compagnies technologiques de l'Internet étrangères et nationales, il a pointé le gros potentiel du marché chinois. La Chine met en œuvre un plan appelé Internet Plus, qui promeut la mise en place d'une Chine numérique et d'une économie partagée, encourageant diverses innovations basées sur l'Internet, afin de rehausser la qualité et l'efficacité du développement. Des experts disent qu'avec cette détermination de développer le pays et de développer une économie partagée, entérinée dans le 13e plan quinquennal, le secteur de l'Internet chinois est prêt pour une ère de développement et de prospérité. Le président pakistanais Mahmoud Hussein et le premier ministre russe Dmitri Medvedev ont également prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Ils ont tous deux insisté sur l'impact très important d'Internet sur leur pays. Le gouvernement pakistanais a pleinement conscience du potentiel des technologies de l'information et des communications pour générer de la croissance socio-économique. Nous les percevons comme un outil clé afin d'atteindre nos objectifs d'efficacité, de transparence, de bonne gouvernance et d'implication des citoyens. Nous poursuivons une digitalisation accélérée afin de transformer le Pakistan en une économie du savoir. La Fédération russe est entrée en ligne il y a 20 ans et aujourd'hui la Russie compte 80 millions d'utilisateurs d'Internet, ce qui représente plus de la moitié de notre population. Internet nous permet de générer 2,2% de notre PIB
et nombre de nos entreprises sont désormais actives sur le marché international via Internet. Je crois que ces sociétés vont continuer d'explorer les opportunités de marché en termes d'éducation, de gouvernance et dans de nombreux autres domaines. En un laps de temps relativement court, Internet a eu un impact incroyable sur presque toutes les facettes de notre vie. C'est en effet le 20 avril 1994 que la Chine s'est connectée pour la première fois à Internet. Difficile d'imaginer qu'il a fallu à peine une vingtaine d'années au pays pour mener sa révolution Internet. Je vous propose maintenant de revivre les premiers jours de l'Internet en Chine. La première chose que je fais le matin, c'est de jeter un œil à mes comptes Weixin et Weibo pour voir si mes amis m'ont envoyé des messages. Puis je regarde les nouvelles pour voir s'il y a quelque chose d'amusant. Je fais même ça aux toilettes. Un comportement typique de la génération née dans les années 80. Il y a 20 ans de cela, c'était inimaginable. Pour en savoir plus sur le début d'Internet en Chine, partons à la rencontre du maître d'œuvre de cette connexion historique. La professeure Ru Qireng est âgée de 80 ans. Elle explique que la première connexion Internet de la Chine remonte en fait au 19 avril, la veille de la date officielle, le 20. Le soir du 19 avril, mon jeune collègue Li Jun était de garde et il s'est soudainement aperçu qu'il était sur Internet et qu'il pouvait accéder aux sites américains. Il était tellement content, c'est incroyable, c'est génial. Je n'en ai pas parlé à mon responsable, j'ai attendu le matin suivant. Là, je voulais m'amuser et voir le monde. Le responsable direct de Li Jun, Chen Hualing, m'a raconté cela. Je me suis sentie si heureuse et ravie au fond de mon cœur. Était-ce un bonheur normal dû au fait d'avoir achevé votre travail ou était-ce un bonheur extraordinaire car vous viviez un moment historique? Je pense que c'était un bonheur normal. Je n'avais pas l'impression de vivre un moment historique. Au début, la connexion à Internet se faisait par téléphone via un modem, que les Chinois appelaient chat, en raison d'une prononciation similaire. La connexion était lente, comparée à aujourd'hui. Je me souviens qu'en 1994, je n'utilisais les ordinateurs que pour les jeux basiques tels que le démineur. Ou sinon QQ, une application de discussion en ligne. Mais nous ne nous en servions pas souvent, c'était plus de la curiosité. Une curiosité qui a continué à attirer la population vers cette technologie nouvelle et tellement fascinante. La vitesse de connexion Internet a petit augmenté grâce aux progrès techniques. Des lignes téléphoniques aux fibres optiques, puis maintenant au sans-fil. Aujourd'hui, la Chine est entrée dans l'ère de la 4G. Et les Chinois bénéficient, où qu'ils soient, d'un accès rapide via leur téléphone portable. Des dizaines de millions de personnes ont ouvert des boutiques en ligne. Et des centaines de millions échangent chaque jour sur les réseaux sociaux. Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré mardi à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov pour discuter des moyens de mettre fin au conflit en Syrie et en Ukraine. Monsieur Kerry devait rencontrer plus tard le président russe Poutine au Kremlin. M. Kerry cherche à préparer le terrain pour un troisième cycle de discussion entre les puissances mondiales sur la situation syrienne, mais il n'était pas clair si une réunion, fixée à vendredi à New York, aura lieu. La Russie et les États-Unis n'ont pas atteint d'accord sur le rôle du président syrien Bachar al-Assad dans une future transition politique ou sur quel groupe rebelle participerait au pourparlers. M. Lavrov a exposé les grandes lignes de l'agenda des discussions au début de sa réunion avec M. Kerry et mis en haut de cet agenda le problème de l'influence croissante de l'organisation État islamique au Moyen-Orient. M. Kerry a dit que la réunion à Moscou poursuivra les discussions commencées par M. Obama et Poutine à New York. Et bien sûr, les problèmes de terrorisme ne se limitent pas juste à la Syrie. Il y a quelques jours, s'est tenue une réunion internationale sur la Libye où l'organisation État islamique s'étend également. L'organisation État islamique est active en Irak. Il y a une présence de terroristes au Yémen et en Afghanistan. Donc j'espère qu'aujourd'hui, nous serons capables de discuter de ces problèmes. Lors de la réunion à New York entre nos présidents, à la fois le président Poutine et le président Obama
ont déclaré très clairement qu'ils cherchaient à dégager une voie pour la Syrie et qu'ils voulaient aussi trouver un moyen de résoudre la situation ukrainienne. Après 18 mois de négociations et des décennies de lutte, le gouvernement colombien et les rebelles des forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC, sont parvenus à un accord pour déterminer les indemnités qui seront versées aux victimes de la guerre et sur l'instauration de tribunaux spéciaux chargés de juger les anciens belligérants. Il est temps de croire en la paix. Voici le message de représentants du gouvernement colombien alors qu'étaient annoncés les avancements réalisés dans les négociations de paix. Mardi, le gouvernement colombien et les rebelles FARC ont signé un accord d'indemnisation pour les victimes de ce long conflit armé. Pour la première fois au monde, au milieu d'un conflit en cours, un accord mutuel a été conclu. Nous avons formé un tribunal basé sur la reconnaissance des responsabilités, la reconnaissance de la vérité, avec un engagement à indemniser les victimes. L'accord donne des détails spécifiques concernant les efforts qui devront être effectués pour reconnaître la vérité, réparer les victimes et garantir que la violence ne se répète pas. L'accord inclut également un système de tribunaux de transition qui seront en charge de juger les crimes commis au cours du conflit. C'est le premier accord de paix signé en Colombie qui ne se termine pas en amnistie générale pour tous ceux impliqués dans le conflit, mais au lieu de cela, avec la création d'un tribunal de paix spécial avec des pouvoirs pour découvrir tout sur les violations des droits de l'homme et tous ceux qui sont responsables de ces violations. L'accord a été conclu après 18 mois de négociations et lors des discussions, une soixantaine de victimes des FARC, des groupes paramilitaires de droite ainsi que du gouvernement ont livré des témoignages et avancé des propositions. Lors de la signature de l'accord, l'un des représentants des victimes a réagi. Nous saluons le fait que le chemin de la reconnaissance des victimes a été trouvé après tant de décennies d'impunité. Nous avons livré toute notre douleur lors des pourparlers de paix, lors des 5 visites de délégation. Aujourd'hui, nous réclamons notre dignité, nous demandons que les accords respectent les demandes de toutes les victimes. La Commission européenne a proposé de mettre en place une agence de contrôle des frontières de l'Union européenne afin d'endiguer le nombre de demandeurs d'asile qui y rentrent. La proposition suscite la polémique. La Commission européenne, qui constitue l'organe exécutif de l'Union européenne, a annoncé son intention de créer une patrouille des frontières européennes ainsi qu'une police côtière afin d'organiser la réaction du bloc à la crise des réfugiés. Cette année, on estime le nombre d'entrées illégales sur le territoire de l'Union à 1,5 million. C'est le double du nombre total estimé pour les 5 dernières années. Cela signifie clairement un échec dans la gestion et dans la protection de nos frontières extérieures. La Commission européenne a proposé de mettre en place une patrouille d'au moins 1500 gardes frontaliers. Ils seraient chargés de procéder à un contrôle de sécurité systématique sur toute personne entrant dans l'Union, qu'il s'agisse d'un citoyen européen ou non. Cela signifie que les terroristes, qui sont également des ressortissants de pays de l'Union européenne, tels que ceux qui ont perpétré les attaques à Paris, ne seront plus en mesure de revenir sans être signalés. Les forces européennes côtières et frontalières proposées auraient des pouvoirs et des ressources bien plus grands que ceux de l'agence existante, Frontex, qui assiste les États membres sur demande. Mais la proposition de la Commission européenne est d'ores et déjà confrontée à une résistance féroce de la part de certains États membres qui voient là une tentative d'atteinte à leur souveraineté nationale de la part de Bruxelles. La Pologne souhaite bloquer la proposition lorsqu'elle sera présentée pour être débattue lors de la rencontre des dirigeants européens qui se tiendra jeudi à Bruxelles. Mais d'autres pays tels que la France et l'Allemagne soutiennent le projet. Si les dirigeants européens et le Parlement approuvent le plan, l'Europe se doterait pour la première fois d'une agence de protection frontalière qui serait à même d'agir indépendamment des gouvernements nationaux, de réagir en situation de crise et qui disposerait de son propre centre d'analyse de risque. La réserve fédérale américaine devrait augmenter mercredi ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 9 ans. Étant donné les interconnexions internationales, l'Europe ainsi que le reste du monde y sont très attentifs. Jack Barton de CCTV nous en parle depuis Bruxelles. En des périodes plus stables qu'aujourd'hui,
Un léger mouvement du taux directeur de la Banque fédérale américaine ne ferait réagir personne en Europe. Mais l'économie des États-Unis stagne, avec une croissance économique et une inflation qui tournent autour de zéro. L'euro s'échange déjà à son plus bas niveau depuis 10 ans contre le dollar. Mais selon plusieurs analystes, il ne devrait pas y avoir de nouvelles chutes dans l'immédiat si la Fed augmente son taux directeur. L'impact devrait rester limité, car nous avons déjà assisté à une forte dépréciation de l'euro en 2015, pour anticiper la décision de la Fed. Le plus important sera de prendre connaissance des orientations données par la présidente de la Fed, Janet Yellen. Le marché s'attend à une hausse très graduelle des taux d'intérêt l'an prochain. Ce qui va compter, c'est la façon qu'aura Yellen d'annoncer ça au marché. Si la Fed laisse entendre qu'il pourrait y avoir des hausses de taux l'année prochaine, l'euro devrait chuter encore davantage. La partie est le scénario le plus probable, car personne n'a vraiment envie de conserver un euro fort, que ce soit au niveau domestique, avec l'intérêt de l'Allemagne pour les exportations, ou même du côté des États-Unis. Le coût des importations libellées en dollars, tels que le pétrole et le gaz, devrait augmenter, alors qu'il est actuellement à un niveau très bas. Un euro plus faible pourrait favoriser les exportations pour des pays comme l'Allemagne, même si cette hypothèse n'est pas partagée par tout le monde. La plupart des dépréciations récentes auxquelles nous avons assisté, comme celle du yen ou de l'euro, ont eu très peu, si ce n'est aucun impact négatif sur la balance commerciale. Dans le même temps, les renchérissements qu'ont connus le renminbi chinois et le dollar n'ont pas altéré les exportations autant que nous l'imaginions. Il reste une inquiétude sérieuse pour l'Europe, c'est qu'une hausse du taux directeur par la Banque fédérale américaine pourrait poser des problèmes dans les pays émergents. Ces pays émergents qui comptent pour un quart des échanges commerciaux de l'Union européenne. Le comité organisateur des Jeux Olympiques d'hiver 2022 a officiellement été mis en place à Beijing. Lors de la cérémonie célébrant l'événement, le vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli a dit que le gouvernement fera tout ce qu'il peut pour faire de ces Jeux Olympiques un événement sportif extraordinaire, économique et respectueux de l'environnement. Il a déclaré que les Jeux aideront aussi à promouvoir l'intégration de la région Beijing-Tianjin-Hebei, l'une des 3 principales stratégies de développement de la Chine. Monsieur Zhang en a appelé à une préparation et à une construction rapide et efficace sous tous les aspects qui concernent les Jeux Olympiques d'hiver, afin de remplir l'obligation de la Chine envers le Comité international olympique. En juillet, Beijing a battu la ville kazakh d'Almaty en étant désignée ville hôte des Jeux d'hiver de 2022. La ville voisine de Zhangjiakou accueillera également une partie des Jeux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.